Bienvenue sur Biam, le podcast de l'entrepreneuriat féminin au Japon. Je m'appelle Mathilde Dubois et avec mon associée Alice Agnolet, nous avons fondé Tokimeki, une agence événementielle basée à Tokyo qui a pour but de soutenir les entreprises étrangères voulant organiser des opérations au pays du soleil levant. À travers ce podcast, on veut vous partager notre quotidien de femmes entrepreneurs qui facilite les collaborations entre différentes cultures. On vous fera aussi découvrir des invités exceptionnels qui partageront avec nous leur parcours de vie et leurs expériences dans l'archipel. Japonophiles, femmes, hommes, entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain, on espère que notre podcast vous plaira. Bienvenue sur Biam. Épisode 15. De Toba à l'entrepreneuriat à Paris, le chemin audacieux de Pauline Cazot. Yeah. Parce que du coup, on est... Ça claque. Attention, nous on aime bien l'audace, on l'a déjà dit dans le podcast précédent. Et du coup, aujourd'hui, on est accompagné donc de Pauline. Bonjour à tous. Welcome sur le podcast. Merci d'être venu. Merci à vous. On est aussi superbement équipés grâce à Stéphanie aujourd'hui. Petite dédicace, merci de nous prêter les micros et le dispositif d'enregistrement. On espère qu'on va pas se foirer. On espère que l'épisode sera mieux écoutable, agréable à l'écoute pour tous. Voilà. Donc aujourd'hui on accueille Pauline, en fait la rencontre avec Pauline c'était trop émouvant pour nous et c'est pour ça aussi qu'on voulait absolument la voir pour le podcast parce qu'elle nous a contacté par email en juillet 2025 pour nous dire qu'elle avait découvert le podcast et que ça lui avait plu et du coup c'était trop d'émotions. Des gens qu'on ne connaît pas qui écoutent notre podcast. Non mais oui, c'était vraiment trop sympa. Qui des mots très gentils encourageants, ouais. Ça nous a vraiment fait plaisir. Et visiblement, le podcast a été un petit peu un push pour Pauline aussi à lancer son activité. Donc, on n'est pas la seule, on se sent moins seul. On se sent moins seul, non mais complètement. Et du coup, c'est un peu tout le but du podcast. Donc c'était vraiment une boucle bouclée pour nous. Même si, bien sûr, c'est pas la fin du podcast, mais ça faisait vraiment le cycle, en fait, comme on l'entrevoit, enfin, comme on le veut. Ouais. Le podcast, c'est un peu comme ça qu'on le veut, mais tu lances tes idées dans l'univers et tu sais jamais si ça va se réaliser ou pas. Ouais. Et donc là, d'avoir quelqu'un qui nous dit « Non, en fait, votre podcast... On a commencé le podcast en imaginant que ce serait quelque chose qui aiderait notre cercle proche et puis qui, hopefully... aiderait d'autres futurs entrepreneurs à développer leurs idées et leurs projets. Mais du coup, c'est vrai que ton message nous a confortés dans le fait qu'on ne faisait pas ça pour rien, que ce n'était pas un investissement de temps, parce que l'air de rien, même si ce n'est pas notre activité principale, il faut mettre du temps pour développer un podcast. Et ça nous a confortés dans le fait que ce n'était pas du temps perdu. Oui. Donc merci encore pour ton message qui nous a fait chaud au cœur et puis une petite dédicace, un grand merci au programme JET et plus particulièrement le JET AA de Claire Paris. Merci à Karine et merci à Julia qui ont beaucoup relayé aussi le podcast sur leurs différents réseaux. Donc merci à tout le monde de nous soutenir à notre petite Biam plateforme podcast qui parle de l'entrepreneuriat plutôt féminin, plutôt au Japon ou en tout cas en rapport avec le Japon. Donc on va parler aujourd'hui de l'expérience de Pauline. Je parlais du jet plus particulièrement parce que du coup Pauline est également une ancienne jet comme moi-même Mathilde donc on va parler un petit peu de ton expérience au jet d'abord si tu veux bien nous raconter où est-ce que tu étais placée, ce que tu faisais, ce genre de choses là. D'accord, eh ben c'est parti. Allez. Je me lance. Vas-y. Alors pour ma part, j'étais affectée dans la ville de Toba. Alors personne ne connaît généralement. C'est en plein milieu du Japon, dans le Kansai, dans une préfecture qui s'appelle Mie. Okay. Et les villes à côté, c'est Nagoya, Osaka, Kyoto. Ouais. Un peu loin déjà, Osaka, Nagoya, Kyoto de Toba, non ? C'est Osaka par exemple, c'est 2 heures en train. Ok. Pour faire le plus proche, c'est Nagoya, 1h30 à peu près. Ouais. Mais c'est situé dans un parc national qui s'appelle Ise-shima. Et notamment, Toba, en fait, c'était une création de poste. Ouais. Et j'ai appris plus tard que c'était également la première fois qu'ils envoyaient une Française dans la préfecture. Ok. Ah, incroyable. Voilà. Cool. Et Ise-shima, ils ont reçu le G7
sauf erreur. C'est ça. Et alors, il faut pas en parler parce que les Japonais sont tellement fous. C'est vrai ? Ah oui. Depuis que le G7 est passé, ils ne parlent que de ça. J'ai envie de leur dire, non mais les gars, c'était il y a longtemps là. Il faut passer à autre chose. Hein. Il faut pas rester sur ses acquis. Oui. Barack Obama était au Japon et c'est Shima. Alors, la prochaine fois, je t'emmène à Shima, je te montre où il s'est assis, qu'est-ce qu'il a exactement mangé. J'ai fait un événement là-bas. Voilà. Non, moi je suis un peu traumatisée. Vraiment, il faut se projeter, arrêter de regarder trop vers le passé, ce qui s'est passé. Là, on veut l'avenir surtout. Toba, qu'est-ce que ça va ? Toba, Ise-Shima, l'avenir, c'est plus important quand même que le G7. Superbe région, vraiment. Mais c'est vrai que moi je connais pas du tout, donc tu vas devoir me donner envie d'y aller. Ta mission, notamment sur le podcast. Si tu l'acceptes. Si tu l'acceptes. Du coup, Toba, tu nous disais en off que c'est une petite ville. Oui, c'est une petite ville qui vit essentiellement de la pêche et du tourisme. D'accord. Okay. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de touristes, surtout japonais à l'année, parce que c'est carrément 4 millions de touristes. Ok. Mais voilà, principalement japonais qui viennent voir Mikimoto, l'aquarium de Toba. Okay. Généralement, les Japonais, c'est ce qu'ils connaissent à Toba. Et dans ces 4 millions, il y a 2%, c'est des étrangers. Ok. Voilà. Mais c'est connu pour les plongeuses à main. Donc, c'est des femmes qui pêchent en apnée, des algues, des mollusques. Donc souvent les Français aussi, ils ont entendu parler de ça, donc ils sont assez curieux de connaître un peu plus sur cette culture. Et c'est connu pour les perles aussi. C'est là où la perliculture a été inventée. De Mikimoto. Voilà, de Mikimoto. Et du coup, donc t'étais CIR, comme moi, donc coordinatrice en relations internationales. Quel était ton rôle principal ? Parce que Toba, je crois pas qu'il y ait de ville jumelée en France. Il n'y a pas de jumelage effectivement avec Toba. Et en fait, c'était un poste, donc c'était une création de poste. Et du coup, maintenant, je l'appelle, c'est comme si c'était un poste carte blanche. Ok. C'est-à-dire que moi, comme beaucoup de Français, je pense, avant moi, quand on arrive au Japon, on s'imagine qu'on va avoir un peu des directives claires sur ce qu'on va faire dans notre poste. Donc voilà, création de poste, voilà, vous êtes là, on voudrait que vous développiez le tourisme ou peu importe. Et en fait, pas du tout. Donc on arrive, on s'installe, on est super motivé, on dit ça y est, je suis prête. Et puis donnez-moi des trucs à faire. Voilà, je suis là, voilà, tout peut être fait, dites-moi. Et puis là, on nous regarde et puis on dit mais t'es passé hier, tu connais pas ton boulot ? Tu sais pas ce qu'il faut faire ? Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je viens de comprendre. D'accord, il faut faire toute la stratégie de bout en bout. Ok, pas de problème. Je m'y accole. Voilà, on va y arriver. C'est parti. Et donc, plutôt des missions orientées quand même autour du tourisme. Bien sûr. Du coup, et il y avait un peu de tout à développer. Et en traduction. Alors, traduction, surtout déjà produire du contenu. Pour augmenter la visibilité de la ville et trouver des partenaires qui vont pouvoir relayer ce contenu. Donc pour moi au début c'était cette stratégie-là pour Toba et en plus je suis un peu un bébé Covid parce qu'on était une douzaine, 11 CIR à partir en même temps et on avait, à l'époque tout était un peu arrêté donc on pouvait pas faire d'événements. Donc c'était bien en même temps parce que les Français avaient très envie d'aller au Japon, ils pouvaient pas y aller. Mais puis du coup c'est un bon moment pour créer du contenu. Exactement. C'est ça. Du coup, c'est vide. C'est vide. Que tu veux. Et du coup, voilà, ça donnait le temps, voilà, sur les réseaux sociaux, parler de la ville. Donc, finalement, ça s'est bien goupillé. Mais au début, c'était très, très lent. Voilà. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est que, de toute façon, une stratégie comme ça, généralement, les résultats viennent après 1 an, 2 ans. Et finalement, c'est vrai que la ville de Toba était contente parce qu'ils ont vu le nombre de Français augmenter. Donc, avant, les Français étaient... Avant 2019, le 4e étranger à venir. Et maintenant, l'an dernier, ils sont les 2e. Donc, ils se sont dit, il y a quelque chose quand même. Et du coup, t'étais la seule CIR de la ville ou il y avait un anglophone aussi Non, j'étais la seule. C'était la première fois, en fait, que la ville de Toba, donc c'est 400 à peu près employés, la mairie, et c'était la première fois qu'ils travaillaient avec une étrangère. Donc, c'était... moi, c'était un peu l'expérience sociologique du quotidien. Voilà, j'analyse, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc, beaucoup de nouveautés des deux côtés. Et c'est vrai qu'on n'a pas été déçus dans les deux sens. Mais c'est génial. Alors en général, j'ai envie de croire que les collectivités qui demandent à avoir un étranger en employé, ils sont prêts à l'accueillir et qu'en général ça va dans les deux sens. Je sais de retour d'autres personnes que c'est pas toujours le cas, mais du coup visiblement toi t'as quand même été bien accueillie par... c'était génial, vraiment moi c'était une super expérience, très formatrice et puis...
j'ai été vraiment accueillie. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Je pense qu'il y a une partie quand même, ça dépend. Mais on crée sa chance. Non, mais déjà, on crée sa chance peut-être, mais je pense que c'est aussi beaucoup de relationnel en fait. Clairement, il y a beaucoup d'humains de toute façon sur ces missions. Il y a des gens avec qui ça marche, il y a des gens avec qui ça marche pas. Malheureusement, c'est vraiment des histoires d'humains et de. Il y a des gens avec qui ça marche mieux que d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que Toba, ils évoluent une française. Enfin, en tout cas, un francophone plutôt qu'un anglophone. Enfin, tu vois, tu te dis que création de poste, tu vises du tourisme international, tu vas faire du contenu en anglais dans tous les sens. Alors que là, visiblement, toi, tu faisais quand même plus du contenu pour les Français. J'avais proposé, en fait, de vraiment se concentrer sur la cible francophone, parce que, justement, toutes les villes, c'est toujours anglais. Et du coup, j'ai essayé de leur dire, mais c'est vrai qu'au début, sur la stratégie, je marchais sur des œufs en disant, j'espère que ça va marcher. Mais en disant, bah voilà, nous, on pourrait se démarquer et faire quelque chose plus orienté public francophone. Et donc, par exemple, les réseaux sociaux, c'était que en français. Là, j'ai dit, moi, faire un compte Instagram, très bien. Par contre, il faut me laisser carte blanche. Voilà, vous me laissez écrire ce que je veux en français. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui va me dire il faut que tu le traduises en 4 langues et puis on va vérifier tous les posts que tu envoies. Non, ils ont été très ouverts. Réceptifs. Et à partir du moment, de toute façon, où je trouve au Japon, on fait ses preuves et on gagne la confiance en fait de ses collègues, c'est tellement plus facile. Enfin, il y a un switch il y a un switch qui se passe et qui se passe. Il y a un switch qui se déclenche, qui s'effectue. Voilà. Et tout devient plus facile. Non, mais c'est clairement à Kanazawa, c'est pareil. Au début, de toute façon, le temps que et je pense que c'est vrai dans n'importe quelle structure, que ce soit franco-français ou en mix ou en international, faut que tu apprennes à connaître tes collègues et que tu vois comment est-ce que vous travaillez ensemble, comment est-ce que les relations elles se mettent en place, la relation de confiance, qu'est-ce que tu peux demander, pas demander, comment tu le demandes, comment ça se fait. Et une fois que les bases elles sont posées, après ça roule en fait. C'est vachement plus agréable de travailler dans ces conditions-là, je pense, pour tout le monde d'ailleurs. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de ton intégration et qu'il y a eu des apprentissages qui étaient intéressants de tous les côtés. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous partager de choses qui ont été dures ou justement de choses qui sont très très bien passées quand tu as rejoint la mairie de Toba? Est-ce que tu as été surprise par la difficulté à intégrer l'équipe ou est-ce qu'au final c'était vraiment très facile? Est-ce que tu avais des a priori qui ont été confirmés ou infirmés? Alors, tu étais venue au Japon avant de travailler à Toba aussi, donc tu avais déjà un peu l'expérience du Japon? Oui, j'étais venue effectivement en stage il y a en 2009. Ok, hier. Et d'ailleurs, ce stage avait été très difficile. Okay. C'est-à-dire que c'était vraiment des conditions... il fallait tenir avec une direction qui était assez stricte. Un peu l'image draconienne de stupeur et tremblement c'est ça, moi, ou autre qu'on peut avoir. J'étais partie en me disant non, stupeur et tremblement, ce n'est qu'un ramassis d'idées stéréotypées sur le Japon. Ouais. Bon, il y en a qui sont vérifiés quand même. Voilà, parfois c'est vrai que on peut avoir une expérience de travail dure au Japon. Et c'est vrai que pour le jet, je m'étais posé la question, une petite appréhension, de savoir si j'allais vivre à nouveau la même chose. Surtout en administration. Surtout en administration. Et en fait, Toba, c'était tout l'inverse. Ok, trop bien. Sinon, par rapport les anecdotes, j'en ai à l'appel. J'en ai plein, il faut plus m'arrêter. Alors, on vous propose un podcast de 20 heures avec Pauline qui vous fait marathon. La minute Japon, il y en a trop. Là, il faut couper. La plus marquante ou... Ou ton plus grand apprentissage, par exemple? Un apprentissage, peut-être, c'était en France... Parce que j'ai beaucoup vadrouillé quand même avant l'expérience du jet. Donc j'ai eu plusieurs expériences professionnelles. Et c'est vrai que pour le travail en France, je trouve que la séparation vie pro, vie perso est beaucoup plus stricte. En France. Voilà. Donc quand on termine son travail, on coupe, on passe son temps en famille, etc. On dit merci, au revoir et merci, au revoir. Voilà. Et en fait, au Japon, on se rend compte assez rapidement que cette barrière est beaucoup plus floue. Parce que on va échanger donc via Line, le réseau social ici, avec ses collègues. En fait, on se voit en dehors du travail. Moi, je faisais du sport avec mes collègues, du foot, j'allais courir. Donc, c'était progressivement, j'ai appris
que il y avait ce côté, il fallait que c'était pas autant mes compétences, il y avait aussi moi-même, ma personnalité comptait tout autant, et les relations humaines que je tissais dans mon travail. Et donc il y a ce côté, quand on est embauché au Japon, certes on est embauché pour ses compétences, mais aussi c'est sa personne finalement, c'est sa capacité relationnelle qui compte tout autant. Et du coup ça a été un apprentissage, et en même temps maintenant c'est quelque chose dont je peux plus me passer, c'est-à-dire même dans mon travail maintenant d'entrepreneur, en fait les relations humaines c'est tellement important. Oui, c'est clair. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup au Japon. Finalement j'ai appris à vivre, à très bien vivre ce côté pro-perso. Alors évidemment il faut poser des limites, mais ça peut avoir des très bons côtés en fait. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que Toba c'est une petite ville et que du coup tu vois t'es pas forcément, mais tu plus davantage amené à rencontrer au supermarché des collègues. Si tu veux faire une activité, il y a un club de foot, ou enfin tu vois, est-ce qu'il y a ce genre de choses, parce que Kanazawa, c'est une beaucoup plus grosse ville que Toba. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais typiquement, tu vois, la mairie de Kanazawa, il y a 3000 employés. Donc moi j'avais personnellement et puis aux relations internationales, je pense que c'était aussi une volonté que, en fait, vu que c'est déjà des gros horaires et que c'est déjà des horaires pas d'administration habituels, tu vois, c'est pas le 9h-17h habituel, parce que des fois avec le décalage horaire, des fois avec les événements, en fait les employés ils sont déjà amenés à faire du travail en dehors des heures de travail. Et donc nous on faisait partie des rares services où t'avais pas de nomikai, donc tu sais, de soirée, aller boire un verre ou de faire un dîner en équipe imposé. Enfin, on avait 3 ou 4 dîners par an. Donc quand tu avais un nouveau CIR qui arrivait ou qui partait, on faisait un dîner de bienvenue, un dîner d'au revoir, un dîner de fin d'année et un dîner peut-être de début d'année si on n'avait pas fait celui de fin d'année. Mais par rapport à ce que moi j'entendais du reste de la mairie de Kanazawa, en fait, tu avais beaucoup moins d'attentes de faut que tu participes à la vie sociale du service, qui est un petit peu du travail, mais un petit peu c'est ton temps personnel, un petit peu en fait c'est ton argent que tu es obligé de mettre sur des activités qui sont en fait professionnelles. Ce qui se fait, je sais, de moins en moins, mais je sais que nous à la mairie de Kanazawa c'était quelque chose de très spécifique à notre service. Et du coup, est-ce qu'à Toba tu penses que c'est parce que c'est une petite population et que forcément tu te recroises et que tu tisses des liens plus facilement, que tu as réussi à nouer ce relationnel? Après, ça veut pas dire que je m'entendais mal avec mes collègues du tout, on s'entendait très bien, c'est pas du tout le truc, mais... Je pense que tu as raison, la taille de la ville fait que de toute façon, tout le monde se connaît. C'est souvent ce qui se passe dans les villages. Le programme JET, on peut être affecté dans des toutes petites villes, et en fait on a presque ce côté représentation au quotidien. C'est-à-dire que on peut pas non plus être trop faire n'importe quoi parce que on sait que ça va être su, ça va être ça va peut-être un peu jaser. Donc ça c'est peut-être le côté un peu moins sympa, mais après le côté tisser des relations humaines, en fait c'est comme on est plus isolé, un peu mécaniquement, on est sur, entre les habitants, beaucoup plus de solidarité. Donc il y a ce côté, on va vous offrir des fruits, des légumes, vous en même temps vous allez offrir autre chose. Donc ça faisait partie un peu de cette découverte, de finalement connaître un peu toute la politique qui s'opère même dans le bureau au quotidien. Et je pense personnellement, comme j'étais étrangère, je pense que j'avais plus de facilité à sortir de ma zone de confort et un peu perturber mes collègues dans leur quotidien pour créer un peu ces échanges, ces interactions. Et parce que, en fait, le boulot, ça fonctionne comme ça. C'est parce qu'on s'entend bien avec tel chercheur qui n'est pas de notre division, mais avec qui on a bien discuté, on a un peu rigolé, on prend le café ensemble, etc. Tout ça, en fait, ça va servir... Notre relationnel va servir pour la bonne mise en œuvre de tous les projets qu'on va avoir pour la ville. Et si on n'a pas réussi à construire ce réseau-là, on va avoir plus de difficultés à mettre en place les projets. Ça aussi, c'était un bel apprentissage aussi à Toba. Donc plus petit, un monde plus petit, mais du coup peut-être une dynamique qu'on doit intégrer pour faire partie de ce petit monde... sans s'oublier soi-même. Je ne me sentais pas japonaise, du tout.
Tu as un tout petit peu évoqué que tu avais vécu au Japon avant de venir à Toba. On sait aussi que tu as eu une vie avant d'intégrer le jet et que tu es arrivé pendant le Covid. Est-ce que tu as intégré le jet avec déjà dans l'idée, par exemple, d'avoir un projet entrepreneurial à la sortie du jet, ou est-ce que c'est pendant ton expérience à Toba que tu as eu un déclic où tu t'es dit bah, tiens, moi j'aimerais bien monter une structure en freelance ou en tant qu'entrepreneur qui s'est développée pendant ton séjour là-bas. Enfin, comment est-ce que tu en es venu après le jet, ce qui n'est pas forcément, parce qu'en général, quand tu sors d'administration, on n'a pas vraiment l'image d'entrepreneur, je pense. Et du coup, comment est-ce que tu as eu ce switch de vouloir monter ta structure? Et puis on parlera un petit peu de ce que tu fais juste après, mais est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Alors, il y avait, en fait, déjà avant le jet, je pense que la graine était déjà plantée. Okay. En fait, c'est lié au boulot que je faisais donc avant le jet. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une grande association qui donnait des conseils et des financements, des petits financements pour des entrepreneurs qui, voilà, ils voulaient se lancer avec un petit financement et qui ils n'avaient pas accès aux prêts bancaires. C'était des trop petits projets, ou alors, par exemple, la personne était au chômage et elle voulait monter leur boîte. Et donc, j'ai conseillé en direct donc, des personnes. Donc, tous les jours, je recevais des personnes avec leurs projets. En 30 minutes, ils me déballaient leur vie. Et en fait, on voit plein de personnalités différentes. Et je pense que déjà, à ce moment-là, quand je travaillais, je me disais... Voilà, je pense que moi aussi, un jour, j'aimerais faire l'expérience de être à mon compte, me débrouiller par moi-même. Et en même temps, grâce à cet assaut, je voyais tout le côté, la réalité. C'est-à-dire, voilà, le coup classique de on se lance à son compte, mais en fait, on fait tout seul, donc on a tendance à s'isoler. Alors qu'au contraire, enfin, ça dépend évidemment du secteur, mais voilà, un peu les erreurs à éviter. Donc, je commençais à l'envisager, je dirais. Et en fait, je me suis dit, bah, voilà, le jet, le Japon, au fur et à mesure, mais ça se passait tellement bien à Toba que je me disais, je vais devoir rentrer, mais j'aimerais transformer ça autrement et j'aimerais garder ce lien avec le Japon. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'était un peu pour moi le moyen de sublimer tout ça en gardant cette connexion, notamment que je voulais, enfin, garder cette connexion déjà avec Toba, mais aussi construire un projet entrepreneurial autour. Ok. Donc du coup, c'est une très bonne transition vers le pourquoi du comment de l'entrepreneuriat, le Japon, la France. Donc Pauline, toi maintenant, tu es installée en France. Oui, donc, je suis basée à Paris. Ton contrat avec Toba en juillet 2025. Oui, cette année, tout à fait. Et du coup, tu t'es lancée tout de suite, sans pause, sans rien, sans autre forme de procès dans l'entrepreneuriat. Oui. Alors, parle-nous un petit peu de ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, le nom de ta société, ce que vous proposez, est-ce que tu es toute seule, est-ce que tout ça, fais-nous un peu un petit topo. Donc j'ai créé une société. Ok. Donc quel genre de société? Je sais plus. Non, je rigole. Non, j'ai créé cette année une société. Donc elle s'appelle Yukari Consulting. Ok. Et en fait, c'est une entreprise qui est dédiée, on va dire, au projet franco-japonais. Ok. Plutôt à destination des professionnels, donc les collectivités territoriales, les entreprises. Et le but, c'est de simplifier les premières démarches et de rendre opérationnels les projets en lien avec le Japon. Ok. Donc le Japon en général. Le Japon en général. Et juste parce que dans le podcast, on parle souvent de ça, c'est quel type de société? Structure, ouais. Alors, c'est une SARL. Donc, de toute façon, quand on choisit en France, dans les sociétés, on a par exemple SASU, donc là, on va être tout seul. Mais généralement, quand il y a le mot société, ça veut dire qu'on doit avoir des associés. Donc, on ne peut pas créer une société tout seul. Et dans mon cas, en fait, c'était comme je connaissais un tout petit peu ce secteur-là en France, donc l'entrepreneuriat en France. Au début, j'avais longtemps réfléchi, voilà, je vais être toute seule, ou peut-être entreprise individuelle. Souvent, les gens se tournent vers l'entreprise individuelle, exactement. Et en fait, je m'étais dit, voilà, premier challenge. Quel type de structure? Et bon, après, moi, il y avait une histoire juridiquement, je voulais bien séparer le côté entreprise de perso. Ouais. Et aussi, il y avait ce côté challenge, genre, voilà, aujourd'hui, Pauline, tu dois trouver une associée, débrouille-toi, essaye au moins de demander si des gens sont prêts à se lancer avec toi. Et il se trouve que j'avais quelqu'un qui était... Donc, ça m'a confortée, on va dire, dans le côté... Voilà, je démarre... alors, elle a une toute petite part dans ma société, mais en fait, c'était ce côté...
miser pour l'avenir. On va, grâce à elle, en fait, on va mutuellement s'aider. Donc elle travaille également dans le secteur du tourisme, mais on ne fait pas du tout la même chose. Et en fait, je vois aujourd'hui tout l'intérêt finalement c'est une stratégie presque, je trouve. C'est important de se poser cette question du statut au départ, mais pour moi, c'était m'imaginer qu'est-ce que ça serait dans 6 ans, 7 ans, cette entreprise. Et je m'étais dit, moi, c'est pas un rêve, mais je me disais, si j'avais pourquoi pas des associés japonais qui rejoignaient l'entreprise, ça serait une très belle réussite. Parce qu'on nous le demande souvent, je vais te le demander aussi. Yukari Consulting, du coup, pourquoi Yukari? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Yukari, c'est le kanji de En, qui signifie en japonais la connexion, un peu le lien, quelque chose un peu comme un destin qu'on a avec... ça peut être une destination, ça peut être des personnes. Donc c'est vrai que ça me convenait plutôt bien pour Toba. Donc garder tout ce que tu disais sur le relationnel. Exactement, pour garder ce lien avec Toba. Et aussi, Yukari, c'est le nom d'une algue rouge que j'aime beaucoup. Je devrais connaître son nom scientifique par cœur, Plocamium tellerifae ou quelque chose comme ça. Mais c'est une algue très très jolie en fait en termes de design, je trouve. Et comme je m'intéressais à tout ce qui est, j'aime bien tout ce qui est sciences environnementales, revaloriser le rôle des algues en tant que ressource, c'est vrai que c'était important. Et puis Yukari, c'est un nom féminin. Voilà, donc je trouvais que ça cochait pas mal de cases. Donc je dis, Yukari, c'est pas mal. Donc j'ai choisi Yukari. Très bien. Et du coup, tous tes choix, tu les fais seul ou avec ton associé? Ton associé, ça te permet d'avoir ce garde-fou Alors, sur certaines actions ou projets de l'entreprise, je peux la solliciter. Mais c'est vrai que dans mon quotidien, non. On est plutôt... elle a ses projets, j'ai mes projets. On est là pour se soutenir mutuellement quand il y a un peu un côté relayé à notre réseau. Après, beaucoup en termes de conseils aussi. Elle m'aide énormément parce qu'elle a plus d'expérience que moi. Et on en parlera peut-être, mais par rapport au livre aussi, par exemple, elle aurait lié à son réseau, ça c'est très important. Mais c'est vrai qu'à part quand on a une société, dans la gestion administrative, quand il y a des décisions importantes, l'associé doit être au courant. Donc si on fait un procès verbal, il faut que l'associé signe également. Donc il y a quand même pour elle a été géniale parce que c'est en fait pour être associé dans une boîte, c'est plus... une faveur qu'on rend, ou alors on espère que l'entreprise va décoller et qu'on pourra récupérer des parts plus tard. Mais dans le cas de mon associée, elle a été... c'était plus une faveur, je pense, qu'elle me faisait. Et puis ce côté, on pourra comme ça continuer à travailler ensemble. C'est peut-être un petit peu personnel, donc si tu veux, on coupera. Est-ce que tu es de nationalité française? Oui. Oui, et ton associé également? Oui. Est-ce que ça a été un gros facteur de choisir de t'installer en France pour faire ta société? En fait, pourquoi est-ce que t'es pas resté au Japon, comme nous, tu vois, par exemple, où t'aurais été proche de Toba, ou peut-être que ça aurait été plus simple de développer le réseau japonais avec Toba, si tu veux principalement le faire avec Toba, ou est-ce qu'en fait... toi et ton compagnon, vous saviez qu'au bout de quelques années à Toba, vous vouliez rentrer en France parce qu'il y avait des projets qui faisaient qu'il fallait rentrer en France. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de on veut monter cette structure en France plutôt que de la monter au Japon ou dans un autre pays si jamais tu es vagabonde? Alors, c'est vrai, pour la décision de s'installer en France, assez rapidement pour moi, c'était clair. Et donc, tu l'as déjà plus ou moins évoqué dans tes paroles juste avant, c'est pour raison personnelle. C'est-à-dire que mon compagnon, mon mari, lui, le jet, on va dire dans ma tête, moi c'était minimum 2 ans, et lui dans sa tête c'était maximum 2 ans. Donc j'ai bien tiré sur la corde, je dois avouer, et il a été exceptionnel dans le sens où il m'a dit je comprends que pour toi c'est important et je suis prêt à te laisser à rester. Parce que lui il parle pas du tout japonais, il est pas particulièrement fan de Japon. Pas à la base, non. Et mais même si maintenant en fait il s'est mis à apprendre le japonais, il continue même en France, à avoir des cours, etc. Donc c'est... Ça a laissé une marque. Ça a laissé une marque. Donc il a vraiment évolué par rapport à son rapport au Japon. Mais c'est vrai qu'en allant au Japon, je pense, lui, il avait un peu cette peur de se dire elle est tellement attirée par le Japon qu'elle va vouloir y rester. Et du coup, assez rapidement, j'avais dit non, vraiment, moi j'ai
envie de voir au quotidien cette culture du travail au Japon, d'avoir cette expérience, mais sur le long terme, pas juste y aller en vacances, pas juste en stage, de l'analyser de manière un peu plus en profondeur. Et puis il y avait ce côté me retrouver dans la campagne japonaise, mais à un moment donné, je savais que cette expérience-là allait être terminée et que j'allais me revenir en France. Donc c'était assez clair pour moi. Et après, c'est vrai que récemment, en fait, au Japon aussi, par exemple en octobre, moi je suis mariée donc, à un Brésilien. Donc mon mari n'est pas japonais. Et c'est vrai que ça peut changer énormément les choses quand on a un projet entrepreneurial au Japon, surtout avec la conjoncture actuelle. Là, octobre, dernière directive du 16 octobre, on sait que ça s'est énormément durci. Et c'est vrai que ça aussi, c'est des petits détails qui font que ça me renforce dans mon idée de peut-être revenir en France, c'était une bonne option. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le 16 octobre et si ton mari avait été fan de Japon, t'aurais envisagé de rester au Japon, ou est-ce que pour toi, monter une structure au Japon, c'était juste pas une option ? Question bonus. Je pense quand même que je serais restée sur ma décision de m'installer en France pour le côté peut-être par fainéantisme, tout simplement parce que je connais l'entrepreneuriat en France, donc tout ce qui est un peu paperasse. Voilà, t'avais déjà fait un bout du travail. Je sais que vous êtes passé par là. Alors, mais c'est clairement, ça doit être tellement une force d'avoir vu l'envers du décor. Avant de se lancer. Tu sais tous les trucs à éviter, tu sais tous les trucs à faire. Alors, je vous rassure, en fait, ça reste quand même très flou et très. Ça reste même, pourtant, on pense avec des bases que ça va être plus simple, mais je me suis quand même posé pas mal de questions. Donc ça rajoute en fait sur le fait que quand on se met à son compte, c'est vraiment pas évident. Il faut être bien conseillé, bien entouré en tout cas, et vraiment échanger le plus possible avec des personnes qui sont dans cette situation-là. Dans ce microcosme Parce que spécifique. dès qu'on passe dans le volet entrepreneuriat, on se rend compte dans les échanges qu'on a avec les gens que les personnes qui sont encore dans le côté salarié, on peut pas penser de la même manière. C'est pas possible. C'est clair. Et du Ils coup, n'ont pas peur pour leur salaire. Pour leur vie. Non, et en même temps, il faut... Alors, certes, on peut s'arracher au travail, etc. Mais c'est vrai que le côté travailler et savoir pourquoi on travaille, pourquoi on le fait, ça donne une vraie force au quotidien. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je me rends compte, j'ai été appelée sur telle mission, super, mais en fait, j'ai envie que d'une chose, c'est de travailler, c'est-à-dire de répondre à mes messages, de faire des choses que j'ai mis en pause parce qu'il y a des projets qui me parlent, parce que j'ai envie d'avancer sur d'autres choses. Et ça, peut-être que si j'étais salariée, je verrai lundi. C'est pas grave. Cette niaque, peut-être. Non, mais ça, clairement, le plaisir de... Tout le monde doit gérer des dossiers qui les font pas rêver. Tout le monde, même quand t'es entrepreneur, comme disait Alice, les salaires, faut les sortir. Il y a des fois, tu gères des dossiers que t'as pas envie de gérer. Mais tu sais que tu le fais pour toi. Enfin, in fine, en fait, si le client, il fait vraiment trop... S'il te casse vraiment trop les pieds, la porte. La porte est là-bas, en fait. Bonjour, vous avez une belle montre, merci de vous en aller, tu vois, en mode Kyoto People. C'est clair que tu sais tu sais pourquoi tu travailles, et tu sais pourquoi tu te donnes autant. Ça change vraiment la perspective sur beaucoup de choses dans la vie au quotidien, je trouve. Et puis une journée de travail où en fait tu as tout construit pour toi au final, pour ton entreprise, c'est quand même différent. Les jeux politiques, de toute façon, il y en a forcément, parce que pour avoir certains clients, pour avoir certains dossiers, il faut toujours comprendre comment le monde professionnel fonctionne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'énergie qui est mise là-dedans, comparé à une situation que moi, par exemple, j'ai connue en tant que salarié, où en fait là on est nos propres boss, donc les difficultés ne sont pas du tout les mêmes. On va être vraiment sur des problématiques qui sont de l'entrepreneuriat, on travaille vraiment sur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on a notre cerveau qui tourne sur l'administratif, sur où est-ce qu'on emmène la boîte, et au final tel ou tel dossier on les prend, soit, mais du coup on les prend pourquoi ? Ça, c'est le genre de réflexion au final où, quand on est salarié, c'est pas la réflexion qu'on a. On nous donne le dossier, on le fait, voilà.
Et puis il faut avoir peut-être aussi une vision. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi avec l'entreprise, c'est de se dire on peut être facilement submergé par... comme on peut l'être aussi en tant que salarié, mais tête dans le guidon. Et ça arrive beaucoup en tant qu'entrepreneur. Mais en fait, il faut réussir, et c'est une discipline qu'il faut avoir, à un moment donné, se poser et dire mais pourquoi je fais tout ça? Il ne faut pas oublier en fait qu'est-ce qui nous motive principalement, vers où on veut viser, même si ce n'est pas forcément exactement exactement ce qui va se passer. Ça donne un cadre, mais c'est nous qui l'imposons de ce cadre. Oui, puis après, c'est tout le truc du... pour ce dossier-là, je donne 24 heures, 7 jours sur 7, et après, je prends 6 mois de vacances. Oui. Enfin, tu vois, techniquement, si tu veux le faire et que tu es en capacité de le faire, tu peux le faire. Enfin, en fait, c'est toi ton propre boss. Ça, c'est quand même une quand tu liberté, maîtrises suffisamment ton calendrier, quand tu maîtrises suffisamment ton réseau, etc., effectivement, c'est des calendriers que tu peux mettre en place, alors qu'en tant que salarié... Et puis, vous, il y a le côté, vous êtes à deux. Et donc, il y a un peu cette dynamique aussi, finalement, qui doit être, je pense... bien évidemment, il faut une bonne entente, j'espère. mais aussi, ça va. Je pense que ça va. Mais aussi, ça s'auto-alimente. C'est-à-dire que quand il y en a une, je suppose, où c'est pas forcément tous les jours facile. Et en fait, l'autre va dire, je vois que là, j'ai besoin de mettre un peu plus l'accent sur ça. Ou attends, t'inquiète pas, je vais prendre ça. Et ça, c'est hyper important. Je trouve le côté... après, ça, c'est personnel, mais c'est pour réaliser des choses, parfois, c'est plus facile de le faire quand on veut le faire pour d'autres personnes. Je sais pas si vous allez voir où je veux en venir, mais je peux faire d'ailleurs le parallèle avec le livre, mais pour moi c'est plus facile quand je suis sur un projet à deux de me dire je vais le faire pour l'autre personne parce que j'ai envie de le soutenir, qu'on soit toutes les deux mis en avant, etc. C'est pas juste quelque chose pour moi. Où là peut-être si je vais le faire, mais ça va me demander un peu plus, alors que quand c'est pour les autres personnes, on donne plus volontiers, on a peut-être plus de niaque encore. Ouais. Mais je pense qu'il y a de ça, et je pense que c'est aussi un bon déclic de si c'est que pour moi, tu procrastines, enfin tu le repousses. Là on compte sur moi en fait. Voilà, le côté on compte sur moi. Ouais, clairement. Ouais, puis c'est des questions de personnalité aussi, clairement. Quand on est très travailler pour soi, il n'y a pas de problème. Quand on est plus généreux, on va dire, faire quelque chose avec quelqu'un, outre le côté soutien que chacun apporte à l'autre, ça donne un but en plus pour soi qui est quand même toujours intéressant. Donc du coup, tu viens de l'évoquer, tu as rédigé un ouvrage, n'est-ce pas, en livre, en papier. En papier. Un guide. Donc, il est encore en ce moment en précommande. Oui, en fait, c'est l'histoire de ce livre. Donc, c'est 2 ans de travail. C'est parce que les gens s'imaginent, elle sort un livre. Elle a arrêté de travailler pour Thomas. Elle s'est dit, tiens, j'ai rien à faire. Petit livre. Non, je vais juste en parallèle lancer une société et écrire un livre. Et du coup, le livre s'appelle Décoder le Japon. Et il s'intéresse particulièrement à la culture du travail. Ok. La culture du travail au Japon. Et du coup... Je ne l'ai pas écrit toute seule. Donc, j'ai écrit avec Lisa Maronez, qui elle aussi a une expérience de travail au Japon. Et aujourd'hui, elle est consultante interculturelle. Donc, installée en France ? Installée en France. Et alors, quand j'étais au Japon, on s'est rendu compte que moi, je lisais ses articles, principalement sur LinkedIn. Et je disais, c'est intéressant ce qu'elle raconte. Elle écrit bien, là, ça me parle. Et puis elle, mais c'est intéressant ce qu'elle raconte à Toba, mais tout ce qui se passe, tout ça. Et en fait, on s'est plutôt bien trouvés. Donc, je lui ai proposé qu'on se rencontre une fois quand j'étais à Paris. Et en fait, après cette rencontre-là, 6 mois plus tard, elle m'a dit, tu sais quoi, pourquoi on n'écrirait pas un livre ensemble ? Moi, je me sens pas de l'écrire toute seule, mais peut-être à 2. Et ça pourrait le faire. Et j'étais là... Ok. Et du coup, Et du coup, c'est là où ce projet a démarré. Et donc, on a écrit, on a structuré. C'est à peu près 40. C'est pas à peu près. C'est 45 articles que nous avons écrits et pour faire ce guide. On estime être le premier guide interculturel sur la culture du travail, en français, sur la culture du travail au Japon, et qui parle vraiment du Japon au quotidien.
pas... Parce qu'en fait, on trouvait que les ouvrages qu'il y avait sur le sujet, c'était un peu toujours la même chose. Ça datait des années 2000, c'était très développement personnel. Alors, la meshi, quand on rencontre un japonais, il faut s'incliner de 30 degrés, etc. Et nous, on voulait dire, bon, vous embêtez pas trop avec ces règles-là, mais plutôt faire preuve de bon sens et comprendre la culture japonaise sur des aspects du coup interculturels, ça va vous donner beaucoup plus de billes. Et donc j'avais le côté un peu plus terrain avec ce qui se passait à Toba. Et Lisa, elle aime bien tout ce qui est concept. Elle aime beaucoup les mots japonais, donc décortiquer les concepts. Donc ça se cumulait bien, le côté un peu concept et terrain. Trop bien. Oui, parce qu'on a remarqué plusieurs fois que le sens commun n'est pas commun à tous. C'est sûr. Mais ça, c'est quelque chose que ma formation interculturelle m'a beaucoup apporté. Effectivement, c'est de take a step back, genre de se retirer d'une situation et d'essayer de prendre de la distance, d'être un peu plus objectif et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment avant de s'indigner ou avant de foncer tête baissée dans une situation sans essayer de le comprendre. Et c'est intéressant, justement, ce que tu disais, le décodage interculturel du s'incliner à 30 degrés dans un monde parfait, tout le monde comprendrait ça du premier coup. Bon, tout le monde ne le comprend pas. Est-ce que ça veut dire que si tu t'inclines pas à 30 degrés, tu vas te faire bannir du Japon ? Non. Donc, effectivement, le décodage des situations et d'avoir des mises en situation que vous avez vécues, c'est super intéressant, c'est vachement bien comme... Et tu as aussi malheureusement, quand on dit en fait le mot interculturel, les gens trop souvent, ils ont tendance à se dire facile, interculturalité, c'est rencontre entre deux cultures. Et ils s'arrêtent sur ça. Et en fait, ils oublient. On a tendance à oublier le passage déstabilisant, en fait, le côté plus choc culturel. Et bien évidemment, quand on va au Japon, on va se prendre des murs, on va se prendre on va vraiment remettre en question ses acquis, et ça va pas être facile. Et ça veut pas dire non plus que c'est insurmontable, mais comme tu viens de le dire, en fait, il y a ce côté, mais pourquoi là je suis frustrée, en fait ? Pourquoi tout d'un coup je ressens cette frustration ? Est-ce que pour moi ça me paraît complètement illogique, mais peut-être que pour mes collègues la situation est très logique en fait. Donc c'est peut-être avec un nouveau regard en fait on va comme tu dis prendre ce recul qui va en fait permettre d'aller beaucoup plus loin au final. Une fois qu'on a perçu ces clés-là, on va le vivre mieux déjà, parce que les frustrations, quand on est un peu, on réagit au quart de tour, c'est pas évident à surmonter, à gérer au quotidien. Et puis après, ça c'est un a priori sur les Français versus les Japonais, qu'en France on a le sang chaud, qu'on est quand même vachement plus réactif que les Japonais, ce qui est dans l'ensemble assez vrai. Et je pense qu'on est beaucoup en jet, notamment laissé hier à être placé en mairie où on a dû une paire de fois être un peu trop français et réagir un petit peu trop au quart de tour et voir qu'en fait on se prend des murs et qu'il n'y a rien qui avance et qu'on est frustré et que du coup on part encore plus au quart de tour et qu'en fait ça n'amène à rien du tout. Et que quand on arrive à respirer un coup... moi, je sais qu'on a un groupe de jet français et puis que moi, j'échange aussi avec ma successeure, pas mal, sur... c'est un peu la frustration de « je comprends pas, machin, il a dit ça, il y a eu ça, il y a eu le truc. » Et du coup, d'échanger sur peut-être qu'il y avait ça, peut-être que... Et en fait, de se retirer d'une situation, ça fait vraiment voir le monde d'une autre façon et ça permet vraiment de souffler un peu, d'arrêter de se prendre la tête à soi-même. Et ça devrait être quelque chose qui est inculqué à tout le monde, en fait. Moi, je trouve que pour toute personne, même le côté voyager au Japon, ou n'importe où, en fait, quand c'est pas sa propre culture, avoir des bases en interculturalité, c'est sûr que ça aide beaucoup à avoir une expérience, je pense, enrichissante dans le voyage. Et puis, même en parlant... Moi, la première base en interculturalité que j'ai eue, c'était d'abord dans mes études, puis après, au niveau professionnel, avec l'association que j'ai mentionnée avant. D'abord, j'ai géré un bureau à Vénissieux, donc c'était dans la banlieue de Lyon. Donc là, j'étais en direct avec les entrepreneurs. Puis ensuite, je suis passée au siège. Et du coup, là, maintenant, je formais les conseillers. Et notamment, je travaillais sur des publics un peu spécifiques. Et dans ces publics, il y avait les gens du voyage. Les gens du voyage, c'est hyper intéressant de travailler avec eux parce qu'en fait, c'est presque si on réapprend à parler, il faut bien comprendre leur contexte,
leur contexte politique, leur contexte économique, et la manière de parler va complètement changer. Le but, c'est d'être compris, et du coup, par exemple, pour l'entreprise, on va pas dire un extrait cabis. L'extrait cabis, c'est la carte d'identité de l'entreprise. On dit papier de travail. Okay. Papier de travail, c'est le mot générique, et donc quand on a des échanges, voilà, il faut adapter son discours. Donc si je parle de ça, c'est parce qu'en fait l'interculturalité, c'est se remettre en question quelque part, réapprendre à prendre du recul sur une situation, et pour favoriser l'interaction, l'échange avec les autres. Et donc c'est pas nécessairement avec une culture complètement différente. On peut apprendre beaucoup avec notre personne française. Non, mais c'est exactement ce que je veux dire. Tout à fait. Que même au sein de la France, en fait, les références culturelles, les références, même ne serait-ce qu'en fait, entre ta famille et la famille du voisin, tu manges pas à la même heure, tout à fait. Tu n'as pas les mêmes habitudes, et ça, clairement. Mais je pense que c'était intéressant aussi ce que tu disais de mieux profiter de son voyage en ayant justement ces bases d'interculturalité, parce que c'est quelque chose qui se voit beaucoup, je trouve, sur les réseaux maintenant. Oui. Des gens qui vont à l'étranger et qui disent « Ah, mais je comprends pas, ils ont pas Starbucks, je comprends pas, il y a pas ça. » Ben oui, mais en fait... t'es pas chez toi. Et c'est pour ça que tu voyages à la base. Et c'est exactement pour ça que tu voyages à la base. La globalisation, elle est en train de vivre le retour de bâton de tout ce qui est bon dans la globalisation, en fait. C'est incroyable de pouvoir voyager, d'avoir autant d'ouverture et d'avoir accès à tant de cultures. Et en même temps, il y a des gens qui se rendent pas compte que c'est tout aussi enrichissant de justement d'être confronté à quelque chose qu'ils connaissent pas. D'être face à tes manques, d'être face... Et c'est vrai qu'on trouve un peu plusieurs profils. On va trouver des gens, par exemple, qui même connaissent la culture japonaise parce qu'ils ont pas mal d'interactions, ils viennent souvent au Japon, mais qui n'ont pas cette ouverture, malheureusement, qui continuent de dire « Ah, voilà, je suis français, je lâcherai rien ». Et ils ne sont pas dans une posture d'ouverture, donc ils continuent à être finalement frustrés. Et d'autres personnalités qui sont beaucoup plus dans l'ouverture, il n'y a pas photo quand même quand on est chef d'entreprise. La personne qui va mieux arriver à créer du lien avec les Japonais, ça va être la personne qui fait l'effort de mettre un peu plus de distance, d'essayer d'un peu plus comprendre en profondeur, et pas rester sur ici le papier toilette, vraiment, il est vraiment trop fin, je comprends pas. Et en même temps, c'est véridique. Avec mes parents. En même temps, c'est véridique. C'est véridique. Les mouchoirs et le papier toilette, excusez-moi, même avec du papier recyclé, vous êtes censés faire mieux. Les gars, il y a un problème. Pour rebondir un petit peu sur tout ce qu'on disait, l'interculturalité, prendre de la distance, et comment est-ce que tu crées du lien, en fait, et comment est-ce que tu crées du lien de confiance et de qualité avec les gens pour créer un environnement de travail et créer des partenaires de travail. Comment est-ce que toi, maintenant, de France, tu agrandis ton réseau au Japon? Comment est-ce que tu fais, en fait, pour trouver les bons partenaires? Parce qu'en fait, c'est un petit peu similaire ce qu'on fait, toi et nous. Toi, tu as ton cœur de relation qui est à Toba. Est-ce qu'avec Yukari, du coup, tu te concentres sur le travail avec Toba ou Mie et autour de Toba, ou est-ce que tu es aussi sur tout le Japon, et comment est-ce qu'en fait, tu gères ce relationnel avec des partenaires japonais que tu n'as pas forcément encore rencontrés? Alors effectivement, maintenant, là, mon client principal, c'est Toba. Et les autres clients que j'ai vont être quand même autour de la préfecture de Mie. Parce qu'un peu mécaniquement, mon entreprise, elle a démarré cette année, et je n'étais pas en France, donc mes clients, actuellement, ils sont quasiment tous japonais. Vu le cours du yen, c'est pas la meilleure décision du monde, mais c'est pas grave, moi, c'est pas pour ça que je le fais. Mais donc là, c'est vrai que mes clients sont principalement japonais. Après, non, je suis pas du tout fermée à l'ouvrir à d'autres villes, à des entreprises. C'est juste que comme c'est le début, pour l'instant, j'ai pas réussi encore à transformer. Mais il y a cette vraie question de quand on a un client principal, ce qui est mon cas avec Toba, il faut quand même se projeter, se dire si ce client demain il part, qu'est-ce qui reste? Donc il faut vraiment consolider une sorte de base client, et donc j'ai j'ai quand même cette sécurité d'avoir ce contrat avec Toba, mais il me faut évidemment chercher d'autres nouveaux clients. Et là où pour le moment je dois mettre beaucoup plus le paquet, c'est la France, parce que comme je suis rentrée en septembre, ça fait pas très longtemps. Dans ma tête, je m'étais dit, ah oui, non, Yukari, cette entreprise, ça va être, plutôt 70%, ça va être des clients français, le reste des clients japonais. Bon, en vérité, c'est pas du tout... Là, pour le moment, j'ai encore... C'est normal, c'est ce que tu viens de dire, tu viens de te lancer aussi.
Du coup, pour revenir à ton livre, est-ce que finalement ton public, c'est pas aussi ça, en fait, utiliser le livre comme moyen de faire de la prospection Tout à fait. C'est vrai que le livre, quand on est entrepreneur et qu'on se démarque sur une thématique, si on arrive à s'appuyer sur est-ce que c'est un site internet, est-ce que c'est un podcast. Est-ce que c'est une formation Dans mon cas, en fait, avec Lisa, le livre, c'est vrai que ça porte un peu plus... c'est pas que ça porte notre bonne parole, mais c'est un peu notre marque de fabrique. Sûr, c'est un gage de sérieux. De sérieux, d'expertise. Et c'est vrai que là, ce qui me reste encore à travailler, c'est que finalement, sur le public français, je me retrouve à être plutôt sollicitée sur la thématique travailler au Japon. Donc la cible, c'est plutôt des individus. Donc des personnes qui, dans leur carrière, ils aimeraient, pourquoi pas, travailler au Japon. Alors que moi, ma cible, je l'avais plutôt définie comme les entreprises françaises ou les collectivités territoriales françaises. Donc je ne sais pas encore si je vais avoir un peu un travail d'ajustement en se disant, si je réponds à leurs besoins, pourquoi je ne peux pas proposer quelque chose dans ce sens-là. C'est juste qu'un peu naïvement, je m'étais dit, ce que je vais pouvoir proposer aux Japonais, je vais pouvoir proposer la même chose aux Français. Et en fait, c'est là où on voit que on nous attend pas du tout parfois sur les mêmes sujets. Mais nous, on a vu avec Tokimeki, en fait, nos contrats évoluer énormément. Enfin, il y a des choses qu'on fait qu'on n'aurait jamais pensé faire. Et il y a des projets dont on était sûr que c'était notre cœur de métier qui finalement décolle pas du tout. Clairement, il y a des ajustements. Et là c'est le moment un peu fun, un peu stressant, mais un peu fun aussi de... Au final, j'avais ce projet-là. On a toujours l'ambition de ce qu'on veut faire. On a toujours, effectivement, quelle voie on veut utiliser pour notre projet, comment on souhaite développer notre entreprise, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi les projets qu'on prend et ceux qui viennent à nous qui, au final, structurent l'entreprise. Presque votre vision. Et c'est assez rigolo, en fait, de voir les twists and turns, je sais pas comment... les tournants, en fait, les chamboulements que connaissent nos entreprises, parce qu'en fait, nous, on avait notre idée, et puis on est qui on est aussi, et en fait, on se rend compte qu'on avait certaines expertises qu'on sait qu'on a, mais c'est mis de côté, parce qu'en fait, pour nous, c'était pas ça le point principal de notre force, c'était pas ça. Et en fait, c'est là où il y a des vrais besoins. Puis de toute façon, on voit dans le contexte économique dans lequel on est, que les choses changent énormément, que c'est très rapide. Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve. Mais puis, ça rejoint un petit peu ce que tu disais de, finalement, toi, tu pensais que ton expertise, elle s'adressait à des collectivités locales ou à des entreprises, et que finalement, peut-être que tu peux la tourner vers plus des particuliers ou vers une autre cible. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que tes clients, c'est pas forcément ce que tu pensais. Enfin, en fait, ton expertise, elle est pas vue de la même façon d'un pays à l'autre. D'un pays à l'autre, et puis surtout de moi, je pense que j'ai une expertise en XYZ, et en fait, le XYZ, il est pas appliqué de la même façon pour tout le monde. Où en fait, t'as des gens qui vont trouver vachement intéressant ta capacité à, je sais pas moi, parler japonais par exemple, pour faire un truc bateau. Et toi, tu te dis, du coup, j'aimerais être interprète. Et en fait, t'as des gens qui vont te contacter pour faire une formation sur la langue japonaise ou que sais-je. Enfin, tu vois... L'insertion ou... Ouais. Et du coup, des fois, c'est des projets comme ça que tu prends en te disant on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Pourquoi pas, c'est intéressant, on peut explorer le truc. Et des fois, en fait, tu te révèles vachement. Tu te dis, mais en fait, c'est trop bien, c'est exactement ce qui me correspond. C'est une bonne surprise, on va dire. Et on peut avoir, dans l'expérience entrepreneuriale, des belles surprises qu'on n'avait pas vu venir. Ouais, et puis tu découvres, en fait, des compétences que tu les avais, tu vois, mais tu les avais pas identifiées en tant que compétences. Parce que dans ton entourage, c'est quelque chose qui est évident, parce que c'est pas quelque chose que tu as vraiment appliqué jusqu'à maintenant. Et en fait, jusqu'à ce qu'il y ait un client qui vienne te dire, mais en fait, ça c'est trop intéressant, on a trop besoin de ta capacité à faire je sais pas quoi. Et puis je pense qu'il y a aussi le réseau, finalement ce côté, le réseau, qui met quand même du temps à se construire, mais des personnes même qu'on a connues il y a 2 ans ou à 1 an, qui au final un jour vont peut-être revenir vers nous, avaient déjà identifié le service, et cette fois-ci ils reviennent avec un projet. Voilà, donc il y a aussi ce côté cultiver les relations, le réseau. Voilà, on n'est pas à l'abri des bonnes surprises, mais c'est clair. C'est ce qu'on dit souvent, on plante les petites graines, un rendez-vous n'est jamais perdu, enfin, à moins que vraiment la personne en face soit quelqu'un.
vraiment Ça, pas ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça nous est arrivé, c'est pas grave. C'est vrai qu'avec en France aussi, on peut avoir la réunionite, donc on peut faire des rendez-vous pour rien. Au Japon également. Oui. Après, moi, c'est vrai que du coup, j'essaie de le prendre toujours du côté positif. Je me dis quand je fais, il y a toujours ce petit syndrome de l'imposteur qui est en moi sur l'étude de la langue japonaise. Je me dis là, j'ai fait toute la réunion en japonais, on s'est compris. Alors comme une bosse, je ne sais pas, mais comme une bosse. Mais c'est le côté, en fait, c'est toujours un bon exercice. Oui. Quand on est entrepreneur, en fait, mine de rien, même si on répète sa présentation en japonais, en fait, on va fortifier son image, son speech, son pitch. On va s'approprier aussi. Et du coup, c'est jamais perdu dans le sens où, d'accord, peut-être ce rendez-vous va pas transformer, mais on l'a fait en japonais, c'est une personne de plus. Voilà. Puis, ce que tu disais, tu vois, le pitch, en fait, pour les entrepreneurs, nous, on l'avait vachement travaillé quand on avait fait le club entrepreneur de Fage. Oui. Et c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Et encore maintenant, en fait, le pitch, il est jamais le même. Parce que tu t'adresses jamais aux mêmes personnes, parce que tu fais toujours évoluer un petit peu ton pitch. Mais je pense que maintenant, au bout de 4 ans et demi d'exercice, on a un pitch qui est beaucoup plus concis, beaucoup plus impactant et beaucoup plus clair qu'il ne l'a été au début. Ah, clairement. C'est clair. Maintenant, de pouvoir expliquer tout simplement ce qu'est Tokimeki. Maintenant, c'est facile. En plus, on a des exemples. On peut facilement dire, nous, le type de client qu'on a, c'est un tel et un tel. Alors que quand on commence, déjà, en fait, les clients, on les a pas. Donc, c'est fake it until you make it. Et puis, c'est pas facile, en fait, de mettre des mots sur ses idées, de mettre... C'est un vrai exercice. Et de toute façon, toutes les réunions comme ça, où on a besoin de se présenter, tout ce qu'on fait, qui vont dans le sens de je travaille ma communication, je travaille le travail sur moi, en fait, de qui je suis en tant que chef d'entreprise. C'est un switch qui est pas si facile à faire et qui, grâce à ces expériences-là, permettent d'avoir un message beaucoup plus clair. Et même pour soi, de comprendre mieux où est-ce qu'on va. Et puis, c'est vrai que, mine de rien, on peut bien présenter les choses, mais c'est pas ce qui parle, malheureusement, au client qui est en face. Moi, par exemple, je pense... si demain je dis je suis coach interculturel, je trouve très difficile en France, les personnes, l'interculturalité, on a compris quoi, ça mange pas de pain, c'est la base, en fait ça on peut s'en passer, etc. Donc il y a ce côté, non attendez, quand on dit vous allez travailler avec des Japonais, si là il y a un moment donné vous foirez sur un rendez-vous où il y a quelque chose qui va être perçu très mal par le partenaire japonais, donc c'est là où nous on a ce côté un peu le pont entre les deux cultures, qui mine de rien ça va de soi, mais en fait c'est pas juste par exemple être interprète, c'est dire non écoutez là je vous conseille plutôt de laisser la personne parler, parce que sinon on va se retrouver avec une réunion qui est perdue, parce qu'en fait on est passé à côté du message principal, où là je m'avance un peu, mais en fait il y a ce côté, les clients vont pas au final comprendre facilement l'intérêt du service qu'on peut proposer, et donc il faut soit aller sur des exemples déjà faits et montrer en fait, parfois eux ils ont peur de quoi, ils ont peur que leur projet il capote, et du coup c'est de dire nous on assure derrière, on met toutes les chances de votre côté pour qu'il n'y ait pas de couac dans la faisabilité du projet, mais que c'est pas des choses qui sont finalement très faciles et très visibles, et que une personne qui a vécu longtemps au Japon, elle va avoir un peu plus cette finesse pour détecter les points d'alarme en fait, en disant non, il faut s'arrêter, ça fait trop cow-boy, voilà. Très souvent le cas. Mais du coup avec le Japon, on a cette chance le Japon, ça a cette image d'être une culture très éloignée de la culture française, donc il y a quand même un a priori des gens en général qui se disent on va avoir besoin de quelqu'un pour faciliter la communication. Mais j'ai quand même remarqué que souvent, dans nos clients, c'est ceux qui se sont retrouvés à se prendre le mur pleine face une fois, qui ont essayé et qui derrière en fait se disent faut qu'on retente avec le Japon, mais alors là on va pas, on peut pas y aller comme ça, qui sont le plus ouverts et qui vont te laisser le plus carte blanche et qui vont te faire le plus confiance et qui savent en fait le pourquoi du comment ils font l'appel à toi. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ils font l'appel à toi et tu te dis, mais en fait, je te dis quelque chose, je suis en train de te dire que là, tu fonces dans le mur et tu es en train de m'ignorer et t'es encore, tu vas
tu vas avoir la tête aplatie. Enfin, là, tu vas à pleine vitesse, tu vas te la prendre pleine face. Et c'est un peu le truc, c'est un peu à la Robespierre, tu vois, mais c'est genre, brûle-toi une fois, et puis la prochaine fois, tu feras attention quand il y a du feu à proximité de tes mains. J'ai une partenaire qui, quand j'avais expliqué ça, parce que c'était difficile en fait d'expliquer l'intérêt parfois de notre rôle pour justement, quand on dit, bah voilà, on est là pour faciliter les premières démarches, etc. Elle me disait, mais tu sais, t'inquiète pas, hein, si les gens ils t'écoutent pas, laisse-les se cramer une fois et peut-être qu'ils reviendront vers toi. Et moi j'étais là, ah oui quand même. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça aussi qui arrivent, donc les gens se brûlent les ailes. Et après reviennent en disant ah oui, on va peut-être faire les choses autrement. Ça peut arriver aussi que des personnes bien intentionnées se disent non, dès le départ, on va mettre... Mais c'était ça avec Dunkerque. Voilà. Typiquement pour nous, Dunkerque, ils ont été très à l'écoute. Bon, il y a des fois, c'était quand même... Ils n'écoutaient pas forcément, mais... Souvent... C'est normal, ils ont leur idée. En fait, quand on a notre projet, c'est normal aussi de défendre ses intérêts et de dire, d'accord, on va s'adapter jusqu'à un certain point. Après, on veut aussi que notre projet soit mis en avant comme nous, on souhaiterait que ce soit fait et comme ça l'est, par exemple, en France ou dans notre pays d'origine. Mais c'est un point qui est super important. Le dénominateur commun, c'est peut-être que du coup, à Dunkerque, il y avait des personnes qui avaient déjà été au Japon ou qui s'étaient... Je sais pas, hein, parce que moi, je réfléchis à un autre client. Non, mais c'est où, tout à fait vrai. La personne a dit, non, mais là, je comprends tout l'intérêt de votre posture parce que je sais que la culture japonaise, c'est quand même compliqué. On va avoir besoin de vous comme relais. Donc, j'avais, en fait, même pas besoin de faire ce travail, finalement, de sensibilisation, parce qu'il y avait déjà quelqu'un dans l'équipe qui avait... finalement réussi à convaincre les autres. Non, il vaut mieux passer par quelqu'un plutôt qu'y aller franco. Quoi. Et puis après, c'est toute la justification en fait de pourquoi est-ce que vous coûtez aussi cher. Parce que des fois, ça arrive, c'est genre... Justifier, oui, mais en fait, si je te dis qu'on estime qu'il y a tant de jours de travail, c'est parce que ça fait 10 ans que je travaille ici, que j'en ai vu d'autres des projets de ce type-là et que j'estime qu'il faut à peu près tant de jours. Nous, on a eu quand même un client, on avait estimé une vingtaine de jours en disant qu'on avait estimé hautement, un peu large. Quand tu vas un peu large pour être sûr de ne pas déborder. Et on nous avait dit, non, mais je pense qu'il y a besoin que de 6 jours. Ben oui, ok. Total, on a rajouté des jours. Mais très bien, ça veut dire qu'ils ont... mais clairement, il y a des besoins en fait. Les besoins des Japonais, on le voit dans la vie de tous les jours. Les Japonais ont besoin d'être énormément guidés dans leur façon de travailler. Dans la façon dont ils vivent aussi, les annonces dans le train, de faire attention à la marche, etc. C'est des choses qui sont en fait acquis dans leur façon de vivre en communauté, etc. Et les Français ont une autre façon d'évoluer dans leur environnement. Maintenant, quand on vient travailler avec des Japonais, qu'on vient demander des choses à des Japonais, c'est là où en fait il faut que les Français, ou peu importe, quelle que soit la nationalité, qui comprennent que si on attend quelque chose des Japonais, il faut se mettre à leur hauteur. Et c'est là où nous, on a notre rôle à jouer en tant que facilitateur, de leur dire, hop, stop, là, on arrête. Il va y avoir tout ce travail-là en amont, avant de commencer même à travailler sur le projet, pour être sûr que tout le monde comprenne bien les mêmes choses. Et puis aussi parce qu'au Japon, je suppose que pour vous... la mise en lien avec des partenaires japonais, c'est aussi votre image qui joue. Et donc, vous n'allez pas envoyer des personnes sans préparation, sans rien. Oui. C'est votre parole d'honneur qui est engagée, quoi. C'est tout à fait le cas. Et ça, c'est un point qui revient avec pas mal de collègues ou de gens qu'on côtoie... qui effectivement ont créé tout leur réseau ici. Les clients qu'on a, parfois c'est des clients qui reviennent, c'est des gens qu'on connaît. Puis, des fois c'est des clients qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. Ils ont besoin d'aide, on est là pour ça. Après en fait, nous on a quand même fait tout un process de sélection pour faire développer notre réseau, etc. Mais ça reste quand même, nous en tant que Tokimeki qui... allons toquer aux portes de notre réseau japonais pour développer des choses. Et quand ça se fait pas bien, quand il y a un manque de respect, quand il y a un manque de... c'est à nous d'aller dire on est vraiment désolé. Et en attendant, les blessures, elles sont là. C'est difficile de revenir de là. Toquer à la porte derrière pour un autre projet, ils sont un peu moins volontaires en général. Ce qui est normal. C'est normal. Je reviens un petit peu en arrière, on parlait de lancement d'entreprise et de comment tu réfléchis tes clients et de comment... pour revenir un petit peu plus sur les aspects administratifs
de monter sa structure en France. Donc toi, tu nous as dit que tu avais travaillé dans un cadre avant le JET, qui fait que tu avais une bonne idée un petit peu de l'administration, comment est-ce que tu enregistres une société, ce genre de choses-là. Est-ce que tu as un petit peu idée de comment ça se passe au Japon, notamment sur l'aspect financier est-ce que monter une société au Japon, c'est plus cher ou moins cher que de monter une société en France, par exemple? En fait, alors je ne suis pas la meilleure placée sur l'entrepreneuriat au Japon, parce que d'une certaine façon, on pourrait se dire ça pourrait être même plus simplifié au Japon, notamment se mettre à son compte pour une entreprise familiale, parce que le Japon, c'est quand même aussi finalement le pays de l'entrepreneuriat, quand on pense tout ce qui est structure familiale. En France, une société, on peut fonder une société, je crois, avec un capital de 1 euro. Oui. Ok. Voilà. Après, c'est auto-entrepreneur ou société. Société, il faut un capital social. Ouais. Et donc, ce capital, on doit le virer sur un compte professionnel. Alors que quand on est sur une entreprise individuelle, ça peut être l'entreprise individuelle, on mélange... Un compte personnel. Voilà, alors on peut avoir également un compte professionnel, mais on nous demande en tout cas de quand même avoir un compte dédié pour l'entreprise, mais son patrimoine personnel est mélangé avec les revenus de l'entreprise. Et généralement, on est sur une déclaration du chiffre d'affaires tous les 3 mois à l'URSSAF. Voilà. Alors qu'en société, il faut soit payer l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les sociétés. On a des obligations comptables qui ne sont pas négligeables non plus. Ok. C'est des petites différences qui jouent aussi, je pense, pour tous ceux qui décident de se lancer dans une entreprise. C'est des choses outre effectivement le visa, là, comme tu le disais, maintenant le business manager, c'est en train de devenir quelque chose d'assez inatteignable pour des gens qui n'ont pas forcément un capital, là, il faut quand même... De base, c'est la justification aussi derrière. Pourquoi mettre autant de capital Mais outre les histoires de visa, effectivement, le côté administratif, en fait, de suivi, tu parlais de l'URSSAF, mais j'ai pas l'impression qu'on soit aussi tenu... Enfin, après, on est suivi par un comptable, mais c'est vrai, quand on parle avec des entrepreneurs ou des petites structures en France, à chaque fois, c'est l'URSSAF. Oui. Et c'est vrai, moi, c'est vrai que j'entendais déjà les entrepreneurs quand je les conseillais. Et donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est quand on passe de l'autre côté, parce que l'URSSAF, c'est l'équivalent de tout ce qui est charge sociale, et c'est quand même une part importante. Donc par exemple, cette année, j'ai créé ma société, donc ils n'ont pas encore le détail du petit chiffre d'affaires que je vais déclarer pour cette année, mais l'URSSAF part du principe, statistiquement, une SARL, là en prestation sociale, je suis à 2 000 € par an. Ok. Donc 2 000 € pour moi, pour une entreprise qui démarre, c'est beaucoup. Parce que du coup, tu dois les avancer. C'est ça. Et donc, heureusement, à l'URSSAF, il y a une possibilité de demander, de revoir, d'expliquer en fait, quand on a un faible chiffre d'affaires, de revoir. Mais même avec ça, on est sur 1 000 €. Voilà. Que tu es obligé de sortir... Obligé. Ça l'URSSAF, c'est un peu ce côté, si demain il m'arrive quelque chose, c'est pour ça qu'on paye l'URSSAF, c'est ma cotisation. Donc finalement, en fait, quand on est salarié, qu'on a la fiche de salaire avec toutes les lignes, tout ça, en fait, c'est tous les acquis sociaux français, en fait. On s'en rend pas compte. Et quand on est entrepreneur, payer l'URSSAF, ça correspond à ça. Mais du coup, là, c'est intéressant parce que nous, on a choisi justement de faire une SARL pour qu'on s'auto-salarie, en quelque sorte. Donc, en fait, Alice et moi, techniquement, on est salariés. Après, c'est à nous de ramener l'argent qui paye nos salaires. Mais en fait, on a des fiches de paye avec une ligne pour la sécu, une ligne pour la retraite. Juste, on n'a pas de chômage en cas de fin de contrat. Si on arrête de travailler pour Tokimeki, on n'a pas le chômage de licenciement. Ou de... on n'a pas le droit au chômage. Alors que dans ton cas, tu as monté une SARL, mais tu n'es pas salarié de ta SARL. Non, alors je suis gérante et je ne me verse pas de rémunération. Ok. Et en fait, c'est du coup en lien avec un système en France qui existe, c'est quand on a justement un reliquat de droit de chômage et qu'on a un projet d'entreprise,
il faut faire une démarche, un procès-verbal, etc., qui prouve qu'on ne se verse pas de rémunération. Et à partir de ce moment-là, on peut prétendre au chômage. Okay. On peut prétendre à avoir un droit, une aide pour vivre dans son quotidien. Et c'est pas du tout négligeable. Dans mon cas, c'est un gros coup de pouce pour me dire, pour asseoir en fait ma base client, je vais pouvoir démarrer. Je vais pas me préoccuper de qu'est-ce que je vais manger à midi parce que je me dédie. Tous les revenus de la boîte, tous les pour l'exercice de la boîte. Exactement. Pas à te payer toi ton repas du midi. C'est ça. Et du coup, tout ce qu'en fait, je peux déclarer tout ce qui est frais de mission, mais coût de la vie, le week-end, etc., tout ce qui n'a rien à voir avec l'entreprise, ça, je vais pouvoir piocher dans mon revenu, dans le revenu. C'est pas un revenu, mais l'allocation chômage que j'ai tous les mois. Ça serait que c'est un gros plus parce que nous, on avait décidé de faire des micro-salaires sur les premières années, justement pour nous permettre de poursuivre l'expérience entrepreneuriale un peu plus longtemps en attendant d'avoir des contrats qui soient plus réguliers. Mais on avait fait le choix de faire quand même des mini-salaires qui soient suffisamment élevés pour qu'effectivement Mathilde puisse avoir un visa travail. Mais faire un calcul où en fait ton salaire le salaire que tu te verses est plus important, ça impacte énormément effectivement l'argent que tu peux injecter dans ton entreprise, celui que tu peux qui est à disposition pour ton entreprise pour développer effectivement toute ta prospection. Ça coûte des sous, si tu veux un soutien comptable, tu disais, ça coûte des sous, tout coûte des sous en fait. Donc c'est vrai que avoir cette aide là tant que ton entreprise n'est pas encore pérenne, c'est énorme. C'est un vrai coup de pouce et c'est vrai que voilà, comme vous le dites, ça part très vite, surtout au début. On a l'impression presque qu'on dépense plus qu'on encaisse. Et en fait, ce qui est un peu... je pense que les gens, tant qu'ils n'ont pas fait le pas de tenter l'aventure entrepreneuriale, on a du mal à réaliser que oui, on peut faire un chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on a des revenus, mais en fait, on n'arrive pas encore à se payer parce qu'on a d'autres charges à payer. Et c'est... En fait, notre entreprise, elle a du succès, elle a des clients, etc. Mais il y a d'autres choses qui se passent. Par exemple, des clients qui payent en temps et en heure. Voilà, ça, c'est une thématique qui revient beaucoup dans l'entrepreneuriat. Parfois, on fait des prestations et on a des mauvais payeurs. Donc, comment on fait dans ces cas-là tu mets une ligne sur ta facture. Tu rajoutes des lignes de si tu payes pas à l'heure, on te met une majoration. Après, un mauvais payeur qui décide de pas te payer du tout, tu mets une majoration ou pas, ça ne changera rien, bien sûr. Mais c'est des difficultés où, effectivement, quand on est salarié, c'est un autre service qui va s'en occuper en général. Autant là, quand on est entrepreneur, il faut tout faire soi-même. Il faut tout faire soi-même et en même temps, c'est fou comme on apprend. Ah ouais. Là, moi, Une très bonne école. Très bonne école. Alors là, par exemple, le site internet. Au début, on m'avait dit petite anecdote. Du coup, j'aime bien les anecdotes. Au début, j'avais créé moi-même mon blog et déjà, je me suis dit, ça avait pris du temps. Je vais pas repartir sur faire toute l'interface, etc., l'architecture du site. Et donc, pour l'entreprise, je me dis, non, mais je vais faire un site simple. Gratuit, je regarde Google Site, machin. Puis je le montre du coup à mon mari. Il me dit oui, c'est bien. On dirait que tu as fait un projet au lycée. Ça t'a Mais en fait, il disait tout bas en fait ce que je ne voulais pas entendre. Donc c'est pour ça qu'aussi quand on est entrepreneur, c'est bien de toujours ça fait un peu mal, mais en fait il avait raison et j'étais là, je me disais d'accord, j'ai compris, j'investis dans un site et le site ça m'a pris 3 mois avant d'avoir plus ou moins la forme que je voulais, etc. Et bien évidemment ça prend du temps, bien évidemment c'est chronophage, etc. Mais maintenant je suis très contente du résultat et il n'est pas parfait non plus. Je pense qu'il y a encore d'autres mais en fait le site internet, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte effectivement avant de tomber dedans toute la galère et tout le travail qu'il y a autour. Ça on en parle souvent, le site et c'est sans fin. Et puis il faut que ce soit sans fin parce qu'il faut le faire évoluer, les SEO, etc. Mais si ça peut redonner espoir à certains entrepreneurs qui nous écoutent, mon premier client
même si aujourd'hui il n'a pas trop transformé, mais bon, j'ai quand même eu des apports en nature, on va dire. Quand même. C'est un monsieur qui a 81 ans, d'accord, et qui a demandé à ChatGPT de lui pondre une stratégie pour son entreprise. Et Yukari Consulting est ressorti. C'est énorme. Bien joué. Voilà, donc ça veut dire le CEO, il faut vraiment... SEO, pardon. Le SEO, ouais. Pas le CEO, c'est important aussi. Le CEO, c'est important, il faut le payer. Mais du coup, j'avoue, j'étais sidérée quand il m'a expliqué ça. Je disais, ah bon, c'est comme ça que vous êtes tombé sur le site. J'ai été répertoriée sur ChatGPT, mais nous, on s'est fait la réflexion. Il paraît que c'est une vraie différenciation. C'est un switch, là. Ouais, c'est un switch qui est en train de s'opérer, où en fait, tout ce qui va être Google Ads a beaucoup moins d'impact maintenant, parce que du coup, en fait, ils vont chercher via les IA. Et donc, soit ça va être l'IA de Google, soit ça va être carrément sur ChatGPT, etc., où on fait une recherche et c'est les propositions de ChatGPT directement. Et ça, c'est un gros switch qui est en train de s'opérer. Nous, il faut qu'on regarde ça aussi. On était bien sur Google, mais maintenant... On était bien dans la recherche Google, mais alors maintenant, si Google a tendance à battre de là, c'est un peu dommage. Pas facile. Mais les sites internet, c'est toujours un grand moment. Parce qu'en plus, en fait, on en a déjà parlé en travers, mais... tu dois tellement réfléchir en fait à qui tu cibles. Et du coup, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure de la cible que tu penses être la tienne au début de ton activité, elle évolue. Donc en fait, t'es obligé de retravailler ton site une fois que t'as refait ta base de personas qui sont tes clients idéaux et qui fait tout évoluer. Tes avatars. Tes avatars. C'est infini. Très intéressant, mais infini. Et c'est pour ça que c'est intéressant de tout faire à des professionnels. Mais là où tu as ta vraie expertise, c'est là où c'est intéressant de passer du temps dessus. Si effectivement ton expertise elle n'est pas dans le site internet et que tu as un petit peu de sous à mettre là-dedans, quand tu n'as pas du tout de sous, tu es obligé de tout faire tout seul. Ça, c'est, malheureusement, c'est comme ça. Mais il faut faire des choix. Il faut faire des choix, apprendre. Effectivement, nous, on a décidé que la compta, on voulait faire. On peut le faire nous-mêmes, mais que ce n'était pas là où on avait envie de passer du temps. En tant qu'entrepreneur, c'est là où il faut vraiment réfléchir où est-ce qu'on veut mettre ses sous, où est-ce qu'on veut investir. Et son énergie. Et son énergie. Clairement, si nous, notre expertise, elle n'est pas dans la comptabilité, elle n'est pas dans le site internet, elle n'est pas dans la communication digitale, dans ce cas-là, il faut réfléchir à où est-ce qu'on peut se permettre d'investir en premier. Je pense qu'on arrive gentiment mais sûrement sur la fin de cet épisode parce qu'on est déjà à quasiment 1h30 d'enregistrement. Tout va bien. Oups. On arrive donc à la fin de ce 15e épisode avec Pauline, notre invitée spéciale super du jour. Pour conclure... Arrête de me couper dans mes... Pardon. Je perturbe Mathilde. Elle se moque de moi. Je suis désolée. Je suis vraiment navrée. Pour conclure cet épisode, on voudrait proposer une petite dernière question. Ce serait sur l'évolution de ta façon de voir le Japon, de ton regard sur le Japon après avoir vécu plusieurs années, notamment à Toba, qui est donc, comme on l'a dit, une petite ville. Est-ce que... De 17 000 habitants, ce que tu nous disais tout à l'heure. Un peu moins. Vieillissement de la population. Oblige. 16 000 et plus. Donc, est-ce que ton regard sur le Japon a changé ? Et qu'est-ce qui te manque le plus de ta vie au Japon, de quand tu étais à Toba, que tu ne retrouves pas en France, maintenant que tu es de retour au Bercail? Alors, l'expérience Jet a fait évoluer mon regard sur le Japon. L'expérience Jet l'a énormément enrichi. C'était aussi ça que je recherchais dans l'expérience Jet, donc c'est vrai que... et en fait, je pense que mon regard continue de changer. C'est-à-dire que maintenant, d'être passé finalement du côté entrepreneur, il y a une partie aussi de moi qui est hyper enthousiaste de me dire, voilà, en fait, maintenant, tout ce qui se passe avec mes clients japonais, avec les projets qui vont tomber entre la France et le Japon, tout ça, c'est presque un autre livre que je vais pouvoir écrire, mais avec ce regard, cette fois-ci, maintenant, entrepreneur. Alors qu'avant, j'étais fonctionnaire public, du coup, dans une petite ville. Mais sinon, des choses qui me manquent... Alors, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, mais déjà, une chose que j'aimais beaucoup à Toba, donc c'est vraiment une ville très nature, en fait. Donc, je faisais beaucoup de sorties et je faisais beaucoup de sport.
Donc de passer là du côté une ville, Paris, ville côtière, je sors, je fais 10 minutes, je suis en bord de mer, paysage magnifique. Là, je me retrouve à Paris. Les bords de Seine. Voilà, tu marches 10 minutes, tu trouves 3 crottes de chien. C'est ça. Donc du coup, c'est par exemple à Toba, on a l'impression que le ciel il est tout le temps bleu, 70% du temps. Et là, on arrive à Paris, les rapports sont inversés, quoi. Mais 70% c'est gris. Voilà, donc ça c'est un peu une des choses, et la culture du sport au Japon. Ouais. Moi, au Japon, j'ai découvert donc le vélo de route. Ok. Je fais pas mal de vélo, je fais pas mal de foot. Ouais. Et ça a changé. Je pensais un peu naïvement de me dire le Japon c'est quand même une société très genrée, et ça l'est, ça c'est sûr. On pourrait faire tout un épisode dessus. Mais dans le sport, en tout cas, j'ai trouvé, notamment dans le foot, une vraie. Les gens m'ont accueilli par un groupe de mecs, quoi, des gars, et ça se passait toujours super bien, très bon enfant. C'était une super bonne surprise, et du coup je ne sais pas si en France je vais trouver la même ambiance. Le côté on fait un match, on amène ses enfants, très décomplexé, décontracté, etc. Et puis même le côté des gens qui ont un très très bon niveau, parce qu'aussi il y a ça au Japon, des gens depuis qu'ils sont ados, par exemple ils font un sport, et en fait le fait de se retrouver avec une personne d'un moins bon niveau, ils vont pas être en train de dire elle a un niveau, ils vont dire c'est rigolo. Comment on va faire pour jouer ensemble ? Est-ce qu'elle va comprendre quand je vais lui faire le move ? Et du coup, c'est une manière, je trouve, différente. C'est vachement inclusif, ouais. Inclusif, ouais. Ça réfléchit. En général, la société japonaise, c'est ce qui se dit et c'est ce qui se vérifie, je pense, dès l'enfance. En fait, t'as toujours le truc du réfléchis à inclure tout le monde. Oui. Réfléchis à la force du groupe. La force du groupe, comment est-ce que ton comportement va impacter le groupe, comment est-ce que en fait tu portes le groupe, ou comment est-ce qu'en fait avec quelque chose que tu vas faire ou que tu vas dire, tu vas ramener le groupe à terre. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort souvent, je trouve. Mais du coup, c'est intéressant de voir que ça se prolonge dans les relations adultes. C'est top. Après, j'avoue que de retour en France, une des choses qui ne m'a pas manqué, c'est-à-dire pour le coup, c'est le côté un peu moins... Il y a moins de formalisme avec les partenaires. Donc, par exemple, en France, juste pouvoir dire, on se retrouve dans le café du coin, on va discuter boulot, mais c'est un peu plus détendu. Donc, ce côté... Ça, c'est vrai que j'en profite aussi un peu en France pour ça. Donc, ça, c'est... Voilà, c'est... De toute façon, on peut pas tout être parfait ni d'un côté ni de l'autre, ce serait trop facile. Voilà, il faut arriver à trouver ce qu'on aime dans les deux cultures, en profiter, mais voilà, c'est pas... Il y a aussi d'autres aspects de la culture au Japon que j'aime bien et bien sûr qui continuent à me manquer dans le travail. Tu pourras les aborder dans un prochain livre. Peut-être. Yes. Du coup, pour conclure, est-ce que tu veux parler de quelque chose ? Où est-ce que les gens te retrouvent ? Comment se procurer ce merveilleux livre ? Décoder le Japon. Alors, Décoder le Japon, juste pour ne pas... si des gens s'imaginent pouvoir le trouver n'importe où, ce n'est pas le cas. Il n'est pas disponible au Japon. Tintin. En fait, on a lancé une précommande donc, sur Kickstarter qui termine... On mettra le lien en description de l'épisode. Qui va terminer bientôt, parce qu'en fait, c'est le 12 décembre. Donc, Mathilde, elle va se dépêcher d'éditer l'épisode. Vite. Mais l'idée, c'était vraiment, en fait, juste avoir assez de fonds pour imprimer un premier stock de livres. Ouais. Et en fait, Kickstarter, généralement, c'est des campagnes de financement, surtout pour les proches, les amis. Voilà, donc c'était notre réseau, on va dire notre premier réseau. Mais voilà, on est très contents. C'est on va dire la première étape. C'était un peu le test, le baptême du feu. Et normalement, on va avoir la publication officielle donc début d'année 2026 avec des événements, tout ça, des trucs un peu sympas qui vont se passer. Voilà, donc on attend de voir la suite. Donc pour les gens passionnés du Japon, qui sont intéressés par notamment l'éthique de travail au Japon et comment
acculturé, pas du tout. Comment communiquer dans un environnement de travail japonais. Pour un petit cadeau de Noël, on vous invite à participer à cette campagne Kickstarter et de recevoir le livre, un petit peu en décalé de Noël, mais ça reste la magie de Noël. Voilà. Est-ce que... Donc une fois que vous aurez fait la première fournée, on va dire, la première salve, est-ce qu'il sera disponible sur internet, en librairie, ou enfin comment est-ce que, par exemple, tu vois, il y a des gens qui ont loupé parce qu'ils connaissaient pas Biam, parce que vraiment, faut être un peu nul pour pas connaître Biam. Nul en avenue. Nul en avenue. Si tu connais pas Biam, s'ils vous suivent pas sur les réseaux et ils découvrent, je sais pas moi, un an après, par exemple, bon, peut-être que dans un an, ce sera trop loin, mais ils sont un petit peu trop tard pour la campagne de Kickstarter. Comment est-ce qu'on fait pour se procurer ce merveilleux ouvrage? Alors, on utilise un service qui s'appelle Book on Demand. Okay. Et en fait, ça permet d'être répertorié par tous les réseaux des libraires, que ce soit même la Fnac, Cultura. Et le livre va être également en version e-book. Donc, une fois normalement qu'il sera publié de façon officielle, même depuis le Japon. On ne pourra pas l'avoir en papier, mais on pourra l'avoir en version numérique. Trop bien. Ouais, donc en fait, il suffit d'attendre qu'il soit publié, puis on l'achète en numérique. Canon. Clac-cloc. Bim, bam, boum. Trop bien. Ok, nice. Mais du coup, ça veut dire que quand tu as une commande via la Fnac ou Cultura ou un libraire, vous imprimez, c'est imprimé au compte-gouttes? Oui. En fait, c'est tout le concept. Alors, ça a des avantages aussi, c'est-à-dire que t'as pas de stock. Comme il n'y a pas de stock, du coup, ça prend beaucoup plus de temps avant d'être acheminé. Et c'est pour ça que là, avec la précommande, on s'était dit, comme c'est un peu notre réseau proche, on va le proposer en avant-première et à un tarif plus avantageux que le prix public, qui est 21,90 €. Voilà. Donc ça, c'est le prix public ou le prix Kickstarter? Kickstarter, on l'a fait à 20 €. Ok. 2 € d'économie presque. C'est tout. C'est tout. Donc décoller le Japon, 21,90 €. Ouais, bientôt disponible dans toutes les bonnes librairies. Et sur votre Kindle. Et sur bientôt. Votre liseuse. Sur votre liseuse. Dès le printemps 2026. Ah oui. Oui. Quand même. No pressure, mais quand même. Mais quand même. À l'aise. Facile. Je pense que c'est déjà pas mal. Oui. On a évoqué plein de choses. Merci 1000 fois, Pauline. Merci à vous. De ta présence, de ta participation, de t'être prêtée au jeu du podcast. Mais on aime bien faire venir des gens qui connaissent pas le podcast. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'invités qui ne participent pas d'habitude à des podcasts. C'est l'initiation. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce 15e épisode. Ouais. On vous invite à aller suivre Pauline sur ses réseaux et d'aller voir son site. On mettra les liens en description. Si vous allez au Japon, allez faire un tour du côté de Toba. Ouais. Ah oui. Il faut. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ce sera un regard sur l'année 2025. C'est vrai. Les plus et les moins de l'année. Les tops et les flops. Les tops et les flops. Merci à tous et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup et merci Pauline. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Biam. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, LinkedIn ou Facebook pour des mises à jour et des contenus exclusifs. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous un message à podcast@tokimekibyam.com. Votre avis compte beaucoup pour nous. À bientôt pour un nouvel épisode de Biam.